Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Trocadéro, formidable meeting électoral du Sieur Zemmour, une réussite totale. Je l'ai vu ici au Brésil via Internet. Et chapeau l'artiste, chapeau l'organisation. Je n'ai pas vu l'intégralité, hein. J'ai zappé quelques intervenants, mais j'ai vu De Villiers, j'ai vu Marion et j'ai vu Zemmour. Bon, que retenir? Retenir que déjà le moment, la performance artistique, retenir aussi les messages passés aux Français, c'est de dire que ne vous faites pas enfumer par l'Ukraine, par des sujets importants comme le pouvoir d'achat, ne vous laissez pas enfumer par le fait que vous allez disparaître. Et donc si vous n'êtes plus français dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous serez bien content de payer votre diesel à 1 euro ou avoir je ne sais quel gadget. C'est ce que dit Zemmour. Zemmour, il dit on peut faire du multitasking, comme on dit en anglais. On peut faire du multitâche. On peut s'occuper de l'Ukraine, du pouvoir d'achat, de l'énergie, du logement, du chômage et nous occuper du grand remplacement. Cela dit, et en manière subliminale, en filigrane, il dit laissez au chef, laissez au leader la gestion de la feuille de route. C'est-à-dire que quand tu pilotes un avion, quand tu es passager d'un avion d'Air France, tu ne vas pas demander au pilote de passer d'abord de passer d'abord par telle route ou d'augmenter la vitesse avant de baisser la pression. Non, tu fais confiance au leader et tu sais qu'il va t'emmener à la destination. Ton contrat avec Air France, c'est d'arriver à destination. C'est ce qu'aurait pu dire Zemmour, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, enfin en filigrane, c'est que laissez-moi faire le boulot. Je vois les priorités, je suis au cockpit, j'ai la clairvoyance que vous n'avez pas. Après, on peut lui disputer ça, on peut ne pas être d'accord, mais c'est ça la politique. C'est ça, c'est ça la politique. Parce que si nous avions cette clairvoyance nous-mêmes, eh bien nous serons président de la République. Bon, donc ce message-là, je ne sais pas, je suis un peu pessimiste, je ne sais pas s'il est passé comme ça. En tout cas, il imprégnait tout son discours. Ensuite, il a parlé de la dureté. Excellent passage sur la dureté. Il dit « Je suis dur parce que nous vivons une époque dure ». Il a évoqué la veuve du chauffeur de bus lynché à Bayonne. Enfin, quand même, vous rendez compte. Quand vous parlez avec cette veuve, ce que ça doit être comme charge émotionnelle. Vous ne pouvez pas être... après, vous ne pouvez plus être Marlène Schiappa ou Sandrine Rousseau. Voilà, c'est un vaccin. Cette épreuve-là, c'est comme un vaccin. Ça te vaccine contre le bisounoursisme. Voilà, tu ne peux pas être niais, naïf, innocent après ça. Tu ne peux pas. C'est comme les tranchées de 1914. Tu en reviens, tu es changé à jamais. Alors, tu peux en revenir comme un homme majoré, c'est-à-dire un homme meilleur, aguerri, déterminé à défendre l'humanisme et son pays. C'est ce qu'est Zemmour, je pense. Je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je pense. Ou tu deviens un homme minoré. Un homme minoré, Macron, c'est-à-dire un homme qui est francophobe, qui déteste son pays. Voilà, bon. Parce que Macron aussi, il connaît tout ça, il connaît tout ça. Il connaît tout ça. Sauf que lui, il en tire les mauvaises conclusions. C'est comme dans les tranchées de 14, hein. Tu en as qui sont revenus aguerris, déterminés à défendre leur pays, et d'autres qui sont devenus des pacifistes niais, qui ont collaboré avec les nazis en 39-40. Hein. Parce que je vous rappelle que le collaborationnisme est un gauchisme. C'est la gauche qui s'est jetée dans les bras des Allemands. C'est la gauche. À Paris, ceux qui se sont jetés dans les bras des Allemands, c'est une grande partie de la gauche. Il y a eu la droite aussi, mais c'est la gauche. C'est le monde du pacifisme. L'aval, il ne vient pas de l'extrême droite. Hein. D'accord? Bon. Ok. Alors Macron. Macron nous dit on m'a traité d'assassin. Effectivement, j'ai entendu Macron assassin. Bon. Alors là, il est en train de dire que c'est de l'indignité. Bon, c'est une blague. Que Macron dise ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais que des gens reprennent ça en cœur, c'est que ça, ils se tirent une balle dans le pied parce que c'est ridicule. Personne n'a dit à mort Macron. Là, ce serait un appel au meurtre. Là, c'est condamnable. Là, on peut embêter Zemmour pour ça. On a dit Macron assassin. Mais bien sûr que Macron est un assassin. C'est la vérité. C'est la vérité. Bien sûr, Macron assassin. Tout président de la République est un assassin. Puisqu'il fait la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est le meurtre. Qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est pas des embrassades. Sarkozy est un assassin. Il a tué Kadhafi. Enfin, ils l'ont tué. Ils l'ont sodomisé. Je m'excuse de rentrer dans les détails.
Sodomisé avec la bénédiction des mirages français et des drones américains de Mme Clinton et M. Obama. Sodomisé, tué. Les Libyens, les milices de Benghazi ont craché sur son cadavre pendant 2 jours. C'est même anti-musulman. Anti-musulman, c'est une insulte à l'islam, ce qui a été fait. D'accord? Sarkozy. Monsieur Macron, assassin. Combien de djihadistes morts au Sahel? 200, 300, 400, 500. Je ne pleure pas leur mort, mais c'est une mort. Donc il est assassin. Quand tu es le chef des armées, tu es assassin. Quand tu es le patron de la police, tu es un assassin. C'est normal, ça s'appelle le monopole de la violence légitime. C'est normal. Les gars, est-ce que vous avez fait des études de sciences politiques? Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'ENA? Avez-vous lu la constitution de votre république? Vous êtes des assassins par définition. C'est comme ça, c'est la vie. Point. Assassin, évidemment, durant la pandémie. Durant la pandémie. Assassin. Vous avez mis les gens au Doliprane ou je ne sais pas quoi, là, alors au lieu de les soigner. Combien de morts dans les EHPAD auraient pu être évitées? Vous avez interdit la chloroquine. Bien sûr que vous êtes des assassins. Bien sûr. Assassins aussi par incompétence. Le Bataclan, ça aurait pu être évité. Qui a fait rentrer les terroristes du Bataclan? Le gouvernement de François Hollande. C'est sous le gouvernement de François Hollande qu'on a laissé passer les 1 million, 1,5 million de migrants, dont les terroristes du Bataclan. Dont les terroristes du Bataclan. Qui venaient de Syrie, je sais où. Monsieur Macron participait à ce gouvernement-là. Il n'était pas à l'ENA, il n'était pas chez Rothschild. Donc il est complice. Ou du moins, il a fait partie d'un gang. Voilà, c'est ça la vérité. Assassin, assassin, vous voyez les sanctions qu'on a fait contre la Russie sont des sanctions qu'on a fait contre nous-mêmes. Combien de millions d'êtres humains vont mourir de faim à cause du prix du blé qui va exploser? Ça, c'est pas un assassinat? Qu'est-ce que c'est qu'alors? Qu'est-ce que c'est qu'alors? Renault qui quitte la Russie, combien de milliards perdus? Combien d'emplois va supprimer Renault en France? Parce que vous connaissez le capitalisme. Hein. Il ne garde pas les pertes pour lui. Hein. Sachez bien que les 20% de chiffre d'affaires que va perdre Renault en Russie, parce que la Russie c'est 20% de chiffre d'affaires de Renault, des ventes, 500 000 voitures par an, eh bien elle va les compenser en supprimant des jobs. Et pas au Maroc, hein, où le salaire minimum est à 220 $. Elle va les supprimer en France, chez vous. Combien de morts d'ouvriers suite à ça? Combien de suicides, d'alcoolisme? Combien de divorces, de morts lentes? Total va perdre 20 milliards d'euros. Va perdre ses investissements dans le pétrole russe. Combien de morts il y aura à cause de ça? Pareil, suppression d'emplois, tout ça. Ça, c'est pas un assassinat? Alors, qu'est-ce que c'est? Franchement, faut être sérieux. Assassin, et tu éborgnes les gilets jaunes. C'est pire qu'un assassin, tu es un tortionnaire. Éborgne les gilets jaunes, au LBD. Des gens qui ont un fichier criminel vierge, un casier judiciaire vierge. Éborgnés, amputés. C'est un crime. C'est pire que l'assassinat parce que tu leur donnes. La mort est une libération pour ceux qui croient en Dieu. Mais rester comme ça toute sa vie amputé par la police de la République. Et ça a l'outrecuidance de venir faire des leçons, de donner des leçons de morale à Zemmour. Franchement, c'est honteux. Assassin de la fonction publique. McKinsey Gate. Putain. Il n'y a qu'un pays du tiers-monde qui confie sa stratégie à McKinsey. McKinsey, c'est fait pour les pays du sud de la Méditerranée, pour les pays du Golfe. Tu sais, les mecs enturbanés, là, qui roulent dans des Ferrari et qui vivent dans... qui se couvrent de manteaux de vison parce qu'ils ont la clim à moins 10 degrés, alors que dehors, il fait 55 degrés. Ces gens, vous savez, ces pays qui financent les partis politiques français, les campagnes électorales, ou qui achètent nos clubs de foot. Vous voyez, vous les situez. Bien, c'est ceux-là qui utilisent McKinsey. La France est un pays d'intelligence. Ben oui, assassin de l'intelligence française. De l'ENA. M. Macron a fermé l'ENA, on va fermer l'ENA. Mais je comprends maintenant pourquoi il ferme l'ENA, parce qu'il va mettre McKinsey. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Il assassine l'ego de la France. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est le service public. La France, c'est le service public. C'est la haute fonction publique et la petite fonction publique exemplaire. C'est ça la France. Jules Ferry, Gambetta, ils ont fait la France comme ça. Comme ça. Et toi, tu ramènes McKinsey pour dire qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est une honte. Jules Ferry, Gambetta, il a eu besoin de consultants
externe pour faire l'école publique. De Gaulle, il a eu besoin de McKinsey pour faire la stratégie des tanks ou pour aller à Londres. Bah, quand même. Le Front populaire a eu besoin de McKinsey ou de consultants anglo-saxons, je ne sais quoi, pour faire la semaine, je ne sais pas quoi, là, les 40 heures ou les congés payés. Enfin, faut pas déconner. La Caravelle, le Puma, la Gazelle, le Concorde, le TGV, ça a été fait par McKinsey. Ça a été fait par des cerveaux français payés au lance-pierre. Parce qu'ils étaient fonctionnaires au CNRS, au, je ne sais plus là, le truc là de l'institut là pour l'atome. Mais ils étaient contents parce qu'ils servaient la République. Quand même, ça c'est un assassinat. C'est pire qu'un assassinat. Comme on dit en arabe marocain, tue-moi et ne m'humilie pas. Ça donne en arabe, tue-moi, mais ne m'humilie pas. Là, c'est une humiliation, c'est pire que la mort. Bien sûr, Macron assassin, évidemment. On n'a pas dit mort à Macron. Là, c'est autre chose. Mort à Macron, là, ce serait un appel au meurtre, un appel à la haine, votre fétiche préféré. D'ailleurs, vous combattez la haine et vous censurez tout le monde à cause de la haine parce que vous n'avez que ce mot à la bouche, parce qu'elle vous habite. Elle vous habite. Vous êtes comme les pères fouettards, là, vous savez, qui martyrisaient les prostituées dans les années 40, 50, qui ont fermé les maisons closes. Parce que vous êtes fascinés, les pères fouettards étaient fascinés par le sexe, par les nanas, par la luxure. Et donc, il l'a, comment dirais-je, il l'opprimait. Il voyait la luxure partout. Ben vous voyez la haine partout parce que vous avez la haine parmi vous. C'est comme les homophobes. Une grande partie des homophobes sont des homosexuels refoulés. Ben vous êtes comme les homophobes. Vous voyez des homos partout et vous les pourchassez. Je veux dire, vous voyez de la haine partout et vous les pourchassez. Comme les homophobes voient des homos partout et les pourchassent. Eh bien, c'est la même chose. Vous auriez aimé être, vous auriez aimé assumer votre haine parce que votre seule stratégie, c'est la haine de la France. Vous êtes francophobes. Les gars, vous êtes francophobes. Quelle est votre ligne éditoriale? Quel est votre programme politique? La destruction de la France. Vous avez tout donné à Van der Leyden, tout. Il n'y a plus rien. Vous recevez des ordres de Zelensky. Enfin, Kennedy, à la limite, c'était un homme. Reagan, c'était un homme. George Bush père, c'était un homme. Là, Zelensky, le type, il joue au piano avec son organe sexuel. Quand même, le Parlement français. Mais c'est n'importe quoi. C'est pire qu'un assassinat. C'est pire qu'un assassinat, c'est un crime de masse. C'est une honte. Parce que, vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que l'assassinat, il est dans le code pénal. On sait ce que c'est et on a la peine. On sait combien ça coûte quand on est pris. Là, vous faites le crime parfait, vous commettez le crime parfait, parce qu'il n'y a pas dans le crime pénal, il n'y a pas dans le code pénal le crime d'assassinat d'un peuple, d'assassinat d'un honneur d'un peuple. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Parce que dans McKinsey Gate, évidemment, comme on n'a pas avec nous la justice, on ne prouvera jamais que vous êtes, qu'il y a eu des magouilles. On ne le prouvera pas, évidemment. On ne le prouvera pas. Donc, mais ce qui reste, c'est notre assassinat, notre intelligence, notre estime de nous-mêmes. Personne n'est parti en tôle parce qu'il a amputé ou éborgné les gilets jaunes. Personne ne partira en tôle à cause des EHPAD, où on a fait mourir les gens. Personne ne partira en tôle à cause de l'injection obligatoire. Personne ne partira en tôle. Madame Van der Leyden n'ira jamais en tôle parce qu'elle a acheté les injections par SMS. Personne ne partira en tôle parce qu'il s'est assis sur les traités européens. Madame Van der Leyden maintenant s'occupe de santé, de défense, et elle censure RT, elle censure tout le monde. Madame Van der Leyden a fait un coup d'État. Elle a commis un coup d'État. Tu sais, le coup d'État, ce n'est pas seulement les Africains qui le font. Tu n'as pas besoin de mettre un masque ninja et avoir une Kalachnikov et être à Bamako pour faire un coup d'État. Le coup d'État, tu peux le faire à Bruxelles avec le sourire d'une Allemande blonde aux yeux bleus et qui voilà, est sûre d'elle-même et arrogante. Ce coup d'État-là, il est parfait. Personne ne va poursuivre Madame Van der Leyden. Personne. Il n'y aura jamais de Nuremberg de Madame Van der Leyden. Voilà, c'est le crime parfait. C'est pire qu'un assassinat. Pire. Voilà. Alors, Monsieur Zemmour s'est adressé aussi aux musulmans. Très bon discours. Il leur a dit, en gros, bienvenue dans la maison. Si vous utilisez la retenue, pratiquez la retenue. Et sinon, si vous ne voulez pas vivre comme nous, au revoir. Ça rappelle beaucoup le discours de Lattre de Tassigny, le héros français de la Seconde Guerre mondiale, qui a été envoyé en Indochine
pour sauver l'armée française, parce qu'il était empêtré en 1948. D'ailleurs, il a envoyé son fils unique, hein, qu'il a perdu. Son fils unique est mort en Indochine pour la France. Ça m'étonnerait que quelqu'un, un membre du gouvernement Macron, envoie son fils mourir en Ukraine. Voilà, c'est toujours les mêmes qui meurent. Comme disait Lyoté, ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. Bon, et donc de Tassigny, il a donné un discours, il a prononcé un discours au lycée français de Hanoï, qui était un lycée mixte. Il y avait des Vietnamiens et des Français européens. Il a dit très clairement aux Vietnamiens qui étaient dans la salle, il leur a dit, les gars, si vous êtes communistes, sortez de la salle tout de suite. Vous avez tout mon respect, mais prenez le maquis. Prenez les armes contre moi. Mais si vous êtes pour la France, restez et prenez les armes avec la France. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a plus de neutralité possible. Et c'est le message qu'a dit Zemmour. Il n'y a pas de neutralité possible. Bon. Est-ce que ce message-là passera? Bon, évidemment, il ne passera pas. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, les gens auront la maturité pour comprendre ce que veut dire Zemmour. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans le réflexe épidermique. Zemmour étant juif. Et chez nous, au Maghreb, nous n'avons jamais été gouvernés par des juifs. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons toujours ghettoisé les juifs et nous les avons maltraités. Plus ou moins maltraités. Nous ne sommes pas comportés aussi mal que les Ukrainiens. L'Ukraine est une terre de pogrom, comme disait le monsieur qui a été tué là, Yitzhak Rabin, un grand monsieur. J'ai pleuré quand il a été tué, en 1994, par un extrémiste juif. Comme disait Yitzhak Rabin, les Polonais, mais ça pourrait s'appliquer aux Ukrainiens, les Polonais reçoivent l'antisémitisme à la mamelle de leur maman, au berceau. Voilà, je ne sais pas comment il a dit ça, mais c'est l'idée. Voilà. Nous, on ne s'est pas aussi mal comporté avec les Juifs, mais on ne les a pas bien traités. Donc, il y a de ça. Et il y a aussi le fait, il y a l'ego mal placé. Comme disait mon père, ma mère aussi, mais mon père me le disait souvent, il me disait, mon fils, il y a de l'air même dans le brasero. Tu sais, en arabe, ça donne un nefs, l'air, qui est l'air, c'est-à-dire l'honneur, ce qui te remplit de toi. Voilà. L'honneur, l'orgueil, tu le trouves même dans le brasero, tu sais. Donc l'ego, le narcissisme, c'est une commodité, comme on dirait en anglais. Commodity, c'est rien. Ça veut rien dire. Voilà, nous sommes remplis de nous-mêmes, donc nous ne voulons pas qu'on nous dise nos vérités. Et Zemmour nous dit nos vérités, alors il n'a pas forcément raison sur tout. Il nous dit nos vérités, donc il est insupportable. Donc nous préférons Hidalgo, qui nous prend pour des débiles mentaux, qui a trottinette. On préfère Macron, qui nous dit qu'il nous aime et qu'il nous aime et qu'on va faire une start-up nation en étant chauffeur de chez Uber ou livreur de chez Deliveroo. Bon, on tombe dans le panneau. Nous aimons Mélenchon qui nous dit qu'on va se créoliser. Bon. Enfin, l'espérance de vie de Mélenchon dans la politique algérienne ou marocaine est de 30 secondes. S'il y avait un Mélenchon marocain, il serait déjà en train de demander l'asile au consulat français de Rabat. Vous vous rendez compte, vous, quelqu'un en Algérie qui va dire aux Algériens, on va se créoliser, je vais vous créoliser avec les Africains et les pieds noirs? Tu te rends compte? Tu vas dire aux Marocains, on va te créoliser, mais tu as 30 secondes de vie, hein. Tu demandes l'asile à l'ambassade américaine. Ou tu atterris à Malaga, à bord d'une felouque d'un passeur qui tu auras payé 5000 $ pour avoir la vie sauve. Voilà. Bon. Mais nous, on tombe dans le panneau. Bah, écoute, on mérite de tomber dans le panneau à la limite. On mérite d'être une chair à canon électorale pour faire le succès de M. Macron ou de M. Mélenchon, de je ne sais qui. Donc voilà, j'ai des ambitions limitées pour le message de Zemmour aux musulmans. Moi, j'aurais dit autre chose, mais mon avis n'importe peu. On n'est pas en train de... Je ne fais pas mon autopromotion. Vous savez ma position, je suis bien plus pessimiste que Zemmour et plus optimiste. C'est-à-dire que lui, il croit qu'il y aura l'assimilation à 100%. Moi, j'y crois pas. Je crois que l'assimilation est pour une minorité. Importante peut-être, mais ce n'est pas une majorité. Par contre, moi, je pense, ça c'est mon côté optimiste, qu'on peut garder en France, sous certaines conditions, les personnes qui ne veulent pas et ne peuvent pas s'assimiler. On peut vivre avec eux, avec elles. Mais pas comme aujourd'hui. Pas la tête baissée, en train de dire, en train de s'excuser parce qu'on est chez nous. Non. Mais on peut vivre dans la dignité, sans vivre à couteau tiré. Bon, ça c'est pas important, c'est pas le débat maintenant. Zemmour, il veut gagner l'élection, donc il parle au peuple de souche. Et il a raison, c'est son cœur de cible. Alors dans ce peuple de souche, alors voilà, par rapport aux musulmans de France,
Moi, si j'étais dans l'équipe de Zemmour, je plancherais sur leur abstention. Ils ne voteront pas pour Zemmour. Enfin, certains voteront, bien sûr. Les gens lucides, les gens qui... Voilà. Mais qui dépassent ces deux blocages dont je vous ai parlé, hein, l'antisémitisme et l'ego mal placé. Mais faudrait leur faire... Enfin, faudrait qu'ils comprennent qu'ils doivent rester à la maison. Parce que s'ils votent Mélenchon ou Hidalgo ou Macron, ils votent pour la PMA pour toutes. Ils votent pour la théorie du genre. Ils votent pour Sodome et Gomorrhe. Il faut bien dramatiser les choses. Hein. Enfin, il faut dire la vérité, là, parce que la vérité est dramatique. On n'a pas besoin de surligner. Hein. Sodome et Gomorrhe, c'est le programme de M. Macron, Mélenchon, Hidalgo. Enfin, et j'en oublie. Hein. Sodome et Gomorrhe. Pour un musulman, le programme de M. Macron, c'est Sodome et Gomorrhe. Moi, je serai le team Zemmour. Je ferai des vidéos de Macron avec des mecs semi à poil aux Antilles ou des mecs en short moulant, des mecs. Hein. Des femmes, à la limite, on peut comprendre. À la limite, bon. À la limite, enfin bon, il est quand même président de la République. Hein. Mais bon, on pourrait à la limite comprendre. Avec des mecs en petits shorts moulants sur le parvis de l'Élysée en train de bouger leurs fesses. Moi, je ferai une vidéo, enfin, c'est même pas un montage, c'est le réel, et je sous-titrerai ça en arabe, en pachtoun, en kabyle, en wolof, en hausa, en toutes les langues que je puisse sous-titrer. Enfin, tu vas à la gare du Nord, tu trouves des traducteurs de bengali, enfin bon, c'est la tour de Babel, hein, ça n'a pas de problème, ça coûte pas cher. La traduction, grâce à la diversité, au vivre ensemble. Même si les gens qui vont voir ça ne votent pas, tu créeras dans l'opinion publique une espèce de musique de fond anti-Macron. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la France d'aujourd'hui, où tu as des millions de gens qui sont clandestins ou immigrés non naturalisés, ces gens-là, ils ont des yeux, ils ont une voix, leur voix parle, leur voix résonne dans le cerveau de ceux avec qui ils vivent, dans leur diaspora. Donc il faut leur parler comme si c'était des électeurs. Voilà. Pour qu'ils n'aillent pas voter. Qu'ils n'aillent pas voter. Pareil, tu fais le même montage pour Mélenchon, bon, tu montres les conséquences, parce que les gens ne voient pas les conséquences. Les gens sont inconséquents. Ils ne voient pas les conséquences de leurs actes. Ils ne voient pas les conséquences. C'est comme ça. C'est ça aussi la décadence. Hein. La décadence, c'est quand tu t'infantilises et tu consommes. Tu consommes des peurs, l'Ukraine, le Covid, et des solutions, des mauvaises solutions à ces peurs-là. Les sanctions contre la Russie, le confinement, voilà. C'est ça, nous sommes devenus des consommateurs. Voilà. Ou, si vous voulez ma métaphore favorite, nous sommes devenus, nous jouons le rôle de la femme dans un film X. Bon, pas besoin de sous-titrer. Nous jouons le rôle de la femme dans un film X et ça nous plaît. Donc là, ça me ramène au cœur de l'électorat Macron. Il y a des gens très bien qui votent pour Macron, j'en connais. S'ils nous regardent, s'ils font partie de mon cercle d'amitié, je les salue. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais je les salue. Mais ils ne sont pas le cœur du vote Macron. Ce sont des gens qui votent Macron parce que, bon, il y a un peu de lassitude, il y a un peu de... Ils n'aiment pas Zemmour, bon, je sais pas. Je peux pas, voilà, je peux rien faire. Hein. Quand tu décides que tu n'aimes pas quelqu'un, ben voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut pas être. Nous, on n'a pas la haine, nous, on n'a que l'amour. Comme disait mon maître David Galula, il vaut mieux un repenti qu'un ennemi. Donc, si demain ils se repentent, je leur ferai le couscous moi-même. Voilà. J'espère que le CSA ne fera pas tomber cette vidéo parce que c'est de la corruption des lecteurs. Mais, chers amis, si vous vous convertissez au zémourisme, enfin, non, si vous renoncez à voter Macron, je vous fais un couscous. Couscous de bien de chez moi. Magnifique. Voilà, avec de... Je m'occuperai de vous, comme il faut. Zerda, comme on dit chez moi. Zerda. Zerda, c'est le... On te fait le couscous, on te fait le méchoui, on te fait... Bien, mais vraiment, on va te recevoir bien comme il faut. Voilà. Et donc, le cœur du vote de M. Macron, c'est des gens qui jouent le rôle de la nana dans un film X. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont en train d'être violés. Mais ça leur plaît. Parce qu'ils préfèrent avoir une situation fixe que d'être dans un monde liquide. Parce que la vie est liquide. La vie est liquide. Demain, tu peux t'appauvrir comme t'enrichir. L'argent est fou. L'argent n'est pas... Tu vois, tu peux faire fortune comme tu peux tout perdre. Tu peux te faire renverser par, je sais pas moi, par une voiture. Enfin, la vie est liquide. On cherche les points fixes dans la Constitution française, dans la Déclaration des droits de l'homme, dans une religion. Le catholicisme était une colonne vertébrale de 2000 ans.
Donc même si la vie est liquide, tu sais, tu te réfugies chez Jésus, dans le dogme, et tu as de la solidité. Et si tu es agnostique, athée, bah, tu vas dans la République et tu cherches. Voilà, mais ces gens-là, ils ont peur de cette liquidité de la vie, de l'imprévu. Donc ils votent Macron, même s'ils sont abusés, même s'ils sont violés, parce qu'au moins ils savent que ils sont par terre. Mais ils préfèrent être par terre parce qu'ils sentent le sol dur que d'être debout et avec leur dignité corporelle et morale. Là, je fais de la métaphore évidemment. Leur dignité préservée. Ce sont des gens qui votent, qui militent pour une situation. Ils s'en foutent de Macron. Ils savent très bien que le pays va mal. La colline du crack, mais même les gens de gauche le savent. Même les gens de gauche qui vivent dans les vapeurs les plus nauséabondes de l'antifascisme, ils savent que la colline du crack, elle existe. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas là-bas. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas le périph' de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils ne louent pas là-bas. C'est pour ça que leurs enfants ne vivent pas dans le 18e. Ils savent. Ils savent très bien. Mais ils aiment ça. Ils aiment ça parce qu'ils militent pour leur situation. C'est-à-dire qu'ils disent qu'avec Macron, j'ai l'assurance que les beaufs seront écrasés. Ça leur suffit. Ça leur suffit. Ils savent qu'ils sont à voir, pour ne pas dire autre chose. Mais ils se disent, bon, ils sont dans un monde relatif. Ils disent, moi je me fais avoir, mais il y a pire que moi, il y a le beauf. Il y a l'ouvrier de Renault qui va perdre son boulot. Il y a l'ouvrier de Total qui va perdre son boulot. Il y a le gilet jaune qui va crever avec l'essence à 2 euros. Moi, je m'en fous, j'ai pas de voiture. Ou je peux payer. Je peux payer. C'est ça. C'est un comportement de cocu, de victime. C'est comme le cocu. Il y a, au brésilien, ici, je ne sais pas si je saurais le traduire, ça s'appelle corno manso. Corno manso, c'est le cocu satisfait. C'est le type qui sait que sa femme le trompe, il connaît l'amant de sa femme. Il est même capable de conduire sa femme à l'hôtel où elle voit son amant le week-end et la récupérer le dimanche. Et sans poser de questions. Parce que sa femme lui paye le loyer. Parce que sa femme, je ne sais pas moi, lui paye sa voiture. Parce qu'il n'a pas le courage d'aller casser la gueule à l'amant de sa femme. Parce qu'il n'a pas le courage d'affronter la vie. D'aller chercher lui-même une autre femme. Ou même de tromper sa femme. Ou de refaire sa vie. Corno manso. Il est satisfait. Il a le ventre plein. Il a l'abonnement Netflix. Il est satisfait de lui-même. Ce sont des gens qui se battent pour des situations. Il faut penser à la comédie humaine. Je ne sais pas si Balzac a traité ce genre comment dirais-je, ce genre de personnage, de caractère. Là, on est dans la comédie humaine. C'est un stade avancé de la décadence de la bourgeoisie. C'est la nouvelle morale bourgeoise. C'est une morale pornographique, c'est-à-dire la morale de la femme dans le film X. Voilà, à mon avis, le cœur. Et donc là, demain, tu leur dis, tu votes pour une chèvre, ils voteront pour une chèvre. Macron, pour eux, c'est juste le nom du film. Demain, c'est je me fais entuber à, je sais pas moi, voilà. C'est une partie fine, c'est une orgie. Et une orgie triste, parce qu'il y a orgie et orgie. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai compris qu'il y avait orgie et orgie. Il y a des orgies à la brésilienne où c'est vraiment voilà, la vraie diversité, hein, parce que la diversité, on n'a pas attendu les Français pour l'inventer, hein. Une vraie diversité. Et tu as les orgies tristes qu'il y a aujourd'hui en France. C'est juste voilà, c'est l'humiliation pour l'humiliation. C'est comme disait j'ai lu quelque part, il y a un haut fonctionnaire européen, un député, hein, je crois que c'est un haut fonctionnaire européen, un commissaire, sa fille se fait violer par un migrant. Et le type, il va excuser le migrant. C'est ça, c'est cette idéologie-là. Je défends ma situation. Ce qui importe pour moi, c'est que moi, je ne sois pas un agriculteur français au bord du suicide. Je suis commissaire européen. Ça me rappelle un film, surtout un livre. Le film n'est pas bon. Un livre d'un grand auteur de droite que M. Mélenchon critique. C'est Vargas Llosa, un Péruvien, un grand monsieur. De droite, on s'en fout parce que ça ne veut rien dire. C'est d'abord un auteur. Parce que le talent, c'est difficile. Les étiquettes, c'est facile. N'importe qui peut se dire de droite. Hein. Valérie Pécresse est de droite. Donc, M. Vargas Llosa, il a écrit La fiesta del chibo. C'est ça, je crois. La fête du bouc. Je l'ai lu, livre magnifique qui raconte la disgrâce d'un haut dignitaire de la dictature de la République dominicaine,
dans les années 50. Le dictateur s'appelait Trujillo. Alors, Trujillo, c'est un personnage, c'est un métis, très noir, mais métis, formé par l'armée américaine, par les GI, qui a pris en main le pays d'une manière très brutale. Il a même tué des Haïtiens. Il était raciste dans un sens. Il a dit, les Haïtiens, on n'en veut pas. Il les a même, je crois qu'il a tué 13 000 Haïtiens, un truc comme ça. Alors qu'il est noir, métis, hein, bon, pour te dire le personnage. Et bon, comme tous les dictateurs, il avait perdu la tête. Il a un peu maltraité, comment on dit, il a battu froid un de ses... Ah, je vais couper la radio. Il a battu froid un de ses... Désolé, je vous raconterai ça plus tard, une autre fois, l'histoire de radio. Donc, il a un peu humilié un de ses ministres. Qu'a fait le ministre? Sur les conseils d'un conseiller, il a offert sa fille, vierge, mineure, au dictateur, pour revenir en grâce, dans les bonnes grâces du dictateur. C'est exactement ça, c'est le livre. Donc c'est la fille qui raconte ça, elle quitte la République dominicaine, elle va aux États-Unis, elle revient et elle serait morte, tout ça. Le film est très mauvais, mais le livre est magnifique. Je l'ai lu en espagnol, je pense qu'en français, il a dû être plutôt bien traduit. Très bon livre. Et ses effets, enfin, on parlera un jour de la mort de Monsieur Trujillo, qui est une mort, enfin bon, on en parlera un jour. Et de son fils, Ramphis. Ramphis. Bon, lui c'est un psychopathe. Hein. D'accord. Donc M. Macron n'a rien à voir avec Ramphis. Hein. Je n'ai pas perdu le sens d'irréalité. Hein. Quand je dis Macron assassin, Ramphis, il te coupait les oreilles au canif. C'était un vrai... c'était pas au sens figuré. Hein. Donc c'est le comportement du cœur de l'électorat Macron. Il déteste le dictateur, mais il lui offre leur fille. Ils sont pris en otage. C'est un comportement il y a un peu de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils ont voté en lui en 2017. Ils ont appuyé ses crimes, les gilets jaunes amputés. Ils ont appuyé le confinement, qui est un crime contre tout. Enfin, la France, la dignité, tout ce que tu veux. Contre les droits de l'homme, contre la culture française. Et là, il y a le principe de cohérence. Ils ne veulent pas avoir le... Parce que s'ils reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils se sont trompés avec Macron, eh bien, ils auront un effondrement nerveux parce qu'ils sont fragiles. C'est une génération fragile. Ce pas des gens comme, tu sais, comme les Français des années 40, qu'on critique tellement parce qu'ils ont perdu face à l'Allemagne en juin 40. Mais au moins, ils ont changé d'avis. Tu as combien de militaires étaient vichistes jusqu'en 42, 43, et ils ont rejoint De Gaulle et ils ont libéré Paris. Notamment Guy Hermaz, un grand militaire, un colonel d'Indochine, qui était à Hanoï, je crois, à Hanoï, et qui était vichysois. Enfin bon, le Vietnam, c'est différent. Ça a été colonisé par les Japonais. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a envahi le Vietnam français, l'Indochine. Il a gardé l'armée française, mais il l'a désarmé. Enfin, oui, il l'a dévirilisé, parce qu'il lui a donné des armes légères et il l'a humilié. Donc, c'était compliqué le Vietnam. Et donc, pendant longtemps, les militaires là-bas, ils ont dit, écoutez, on va maintenir un profil low profile, comme on dit, pour ne pas énerver les Japonais, parce que sinon, ils vont se déchaîner sur les Français, sur la population civile. Mais Guy Hermaz, donc, qui a collaboré avec les Japonais, donc disons avec Vichy, en 1943, il a dit, trop c'est trop, et je rejoins De Gaulle. Leclerc, je ne sais pas quoi, mais bon, De Gaulle. Et ce mec-là, il n'a pas eu l'effondrement nerveux. Enfin, c'était normal, tu changes d'avis. C'est ça un homme. Un homme, c'est pas une fille dans un film X. Parce que tu changes d'avis. Tu changes d'avis. Il n'y a pas de problème. Le cœur de l'électorat Macron, j'ai l'impression qu'il ne peut pas changer d'avis. S'il change d'avis, il s'écroule. Parce qu'il est fragile. C'est de l'hélium, comme son candidat. C'est de l'hélium. Alors quand tu es vide, tu te remplis de quoi? De haine. Ah, je vais haïr Zemmour. Je vais haïr Poutine. Remplis-toi de... La colonne vertébrale, c'est l'amour. L'amour de la France, l'amour de toi-même d'abord, l'amour de ta fille, l'amour de ta famille. Tu vois la colline du crack. Comment tu peux te regarder dans une glace quand tu as la colline du crack à Paris? Mais c'est une honte. C'est une honte. Comment tu peux te dire bien pensant? Comment tu peux donner des leçons de morale à qui que ce soit, même à Bin Laden, quand tu as la colline du crack à Paris, chez toi? Mais ferme ta gueule et nettoie devant chez toi. Voilà, un peu de psychologie à deux balles, hein, mes détracteurs diront, mais bon, c'est ce que je pense. Voilà les amis, juste pour conclure, délirons un peu.
délirons un peu. Hier, avant de dormir, j'ai fait un exercice d'imagination, ça m'arrive. Je me suis dit, et si au second tour, nous avions une alliance à l'italienne entre Mélenchon et Zemmour? Le petit fonctionnariat, les profs, qui se font décapiter d'ailleurs pour un oui, pour un non, les petits fonctionnaires qui n'arrivent plus à payer leur diesel, parce que voilà, c'est de l'or maintenant, et le peuple précarisé, le peuple périphérique qui vote pour Zemmour. Parce que la bourgeoisie, je ne sais pas si elle vote vraiment pour Zemmour, on verra, on verra. Là, ça donne 5 Stelle, c'est ça, 5 Stelle et Salvini. C'est pas Forza Italia, c'est l'autre là. Pourquoi? Forza Italia, c'était Berlusconi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand est-ce que la droite a eu sa chance en Italie? C'était quand les gens de 5 Stelle, qui étaient l'extrême gauche populaire, extrême gauche, voilà, les gens du sud de l'Italie, voilà, les losers éternels du miracle italien. Parce qu'il y a eu plusieurs miracles italiens au 19e, grâce à Garibaldi et Cavour, et au 20e. Miracle économique, industriel. Mais le Sud est toujours loser. Ça rappelle un peu le Sud de la Méditerranée. Comme quoi le problème, il est chez nous, il est dans les mentalités. Entre un Napolitain et un Maghrébin, je vois beaucoup de similarités. Bon, étant Maghrébin, je peux m'autoflageller tranquillement. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, Cinque Stelle et Salvini, j'ai oublié le nom de son parti, ça a permis d'arriver au pouvoir. Ils ont fait un programme commun avec fermeture des frontières, État social, souveraineté nationale, voilà. Bon, je ne vois pas je ne vois pas Mélenchon faire ça, ni Zemmour faire ça, mais ni les appareils éventuellement vouloir ça, ni je ne sais même pas si c'est faisable. Là, je suis en train de, comme on dit, comme on nous a appris en classe préparatoire, en conclusion, tu ouvres sur un autre sujet, sur une autre problématique. Donc, je suis en train d'ouvrir. Peut-être ça qu'il nous faut, un tremblement de terre. Parce que si on attend l'union des droites, l'union des... Bon, c'est poussif tout ça. C'est poussif. Malheureusement, dans le parti de Mélenchon, la francophobie règne. C'est une extrême gauche francophobe. Alors que l'extrême gauche était nationaliste. Le nationalisme français, c'est l'extrême gauche qui l'a inventé. C'est la gauche, l'extrême gauche. En 1871, il y a eu les républicains étaient nationalistes. Les républicains de Clémenceau, qui était vraiment l'extrême gauche, à Jules Ferry, Gambetta, qui étaient on appelait les républicains modérés, opportunistes. Il y avait face à eux un autre nationalisme qui était de droite, qui était un nationalisme différent. Le nationalisme de la gauche, l'extrême gauche, était un nationalisme colonial. Ils voulaient agrandir la France dans les colonies. Ils voulaient castagner les Anglais. Ils n'aimaient pas les Anglais. Alors que le nationalisme de droite était non colonial. Il fallait rester en France pour castagner les Allemands. Il était germanophobe. Germanophobe qu'il faut, c'est ça. Voilà. Et qui a gagné? Bien sûr, la gauche a gagné. Jules Ferry, Gambetta, Clémenceau, ils ont gagné. Bon, Clémenceau était contre les colonies, mais après, il s'y est converti en 1904. Après, bon. Donc, le nationalisme était de gauche. Et là, vous avez une gauche non nationale, francophobe. C'est dommage. C'est dommage parce que si on faisait la jonction Zemmour-Mélenchon, là, tu aurais... Bon, cette proposition a ses limites évidentes, elles sont aux yeux, pas la peine que je les surligne. Mélenchon veut créoliser, donc bon. Quand même, tu aurais quand même deux Nord-Africains. Hein. Zemmour est un Nord-Africain et Mélenchon est un Nord-Africain né à Tanger. C'est pour ça que je me suis toujours méfié de Tanger, moi. Je le sais maintenant pourquoi. Non, j'aime beaucoup Tanger. Si vous allez à Tanger, vous voyez la Villa Joséphine. C'est une villa qui a une histoire que j'ignore. Apparemment, était la villa du consul anglais à Tanger. Et tu as une vue sur la mer, l'Atlantique, la Méditerranée. Et tu es franchement dans un film de... Tu es dans les années 20, les années 30. À chaque coin de cette villa, qui est une véritable villa, il doit y avoir une vingtaine de chambres, au max, tu t'attends à voir Mata Hari. Franchement, tu t'attends à voir Mata Hari. C'est vraiment magnifique. Allez-y, profitez de la villa Joséphine à Tanger avant que la génération de beaufs qui existe au Maroc
Parce que la beaufitude est mondiale. Ce sont des beaufs avec de l'argent. Au Maroc, nous avons des beaufs qui ont du pognon. Donc, ils font n'importe quoi. Donc, ils mangent mal, ils achètent des voitures clinquantes. Voilà. Vous avez les mêmes beaufs à Paris. C'est Macron, Madame Macron, des beaufs avec de l'argent. Voilà. Les rappeurs, des beaufs avec du pognon. Donc, allez à la Villa Joséphine avant que les beaufs qui ont du pognon ne la rasent et y mettent je vois bien, ils y mettront une espèce de succursale d'Ibiza, tu sais, avec du verre et du béton. Deux couleurs, le noir et le blanc, des globes lumineux comme ça, et des jus d'orange en canette, tu sais, et de la vodka. Et pendant le ramadan, ils fermeraient ça, parce que ce sont quand même des hypocrites, ils fermeraient ça, ils feraient de ça, je sais pas, ils fermeraient ça, et voilà, tu vois. Allez à la Villa Joséphine pour voir, Joséphine, c'est ça, pour voir ce qu'a été Tanger dans le passé. C'est dommage que moi j'inviterais monsieur Mélenchon qui veut créoliser la France. Allez, rendez-vous, cher Jean-Michel Mélenchon. Je m'excuse si j'ai oublié votre prénom. Monsieur Mélenchon, allons boire un cognac à la Villa Joséphine pour voir ce qu'était votre civilisation, le bien qu'elle nous a fait à nous, Maroc. Et pour voir que nous sommes différents, qu'il ne faut pas créoliser, mais qu'il faut différencier. Différencier. Et moi, je veux que la Villa Joséphine reste la Villa Joséphine. Et je veux que le riad de Fès ou de Marrakech ou la Kasbah des Oudaya de Rabat reste authentiquement marocaine. C'est ça que je veux. Voilà. Bon, sur cette conclusion totalement délirante, mais le cognac, c'est moi qui le paye, monsieur Mélenchon. C'est moi qui paye. Vous payez votre billet d'avion, moi je vais payer le mien. Et on se retrouve à Tanger. Allez, au Cap Spartel. Vraiment, Tanger, c'est magnifique. Et c'est comme une dent. Une dent, tu sais, ça peut donner une rage de dents, comme permettre de mordre dans la vie, dans la chair. Tu vois la forme géographique de la ville de Tanger, comme ça, le Cap Spartel, c'est une dent. Parfois, elle nous a fait mal, nous les Marocains, parce qu'elle était toujours occupée par des forces étrangères, les Français, les Espagnols, les Américains, les Allemands, tout le monde a occupé Tanger, les Portugais, les Espagnols, et avant c'était les Byzantins, mais bon, ça remonte à loin, et c'est aussi une dent qui veut mordre dans la vie. Ce qui manque à la théorie de M. Mélenchon, et c'est ce qu'il y a dans la théorie de M. Zemmour, c'est l'amour de la vie. On dit que Zemmour c'est la haine, non, c'est la vie. Zemmour, il veut vendre, il veut mordre, il veut jouir. Quand tu veux jouir, c'est que tu veux vivre. Rappelez-vous de l'allégorie de la femme dans le film X. Elle ne jouit pas, la pauvre, elle est l'objet de la jouissance d'autrui. Zemmour, il veut que vous jouissiez, pour que tu puisses jouir de la vie, il faut que tu sois puissant, que tu sois vivant, il faut que tu aies le choix. C'est ce qui manque à la théorie de M. Mélenchon. Même s'il y a du bien dans certaines choses qu'il dit. Allez, on parlera de tout ça autour d'un bon cognac, ou d'un bon café, si vous voulez, ou d'un bon vin marocain, un bon vin de Meknes, avec de l'huile d'olive de ma ferme. C'est moi qui régale. L'huile d'olive, il n'y a pas meilleure huile d'olive au monde que l'huile d'olive de ma ferme de Bhalil. Allez, à plus tard. Partagez cette vidéo, parce que l'algorithme n'est pas tout à fait favorable à nos idées. Et à demain, Inch'Allah. Ciao.